Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, on parle de la restauration collective, cantines scolaires, restaurants d'entreprise, de collectivités, hôpitaux, EHPAD. Près de 4 milliards de repas sont servis en moyenne chaque année. Le secteur a été bien sûr largement bousculé par la crise sanitaire. Il doit par ailleurs faire face à de multiples enjeux, entre exigences environnementales et de qualité, mais aussi nouvelles habitudes de consommation et un contexte de hausse des prix généralisée. L'équation semble ainsi difficile à résoudre. Alors comment le secteur peut-il s'adapter? La restauration collective est-elle en danger aujourd'hui? Pour en parler, je reçois Esther Kalonji. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du syndicat national de la restauration collective, le SNRC. C'est un syndicat professionnel de la restauration donc collective dite concédée, c'est-à-dire confié à un prestataire qui cuisine soit sur place, soit dans une cuisine centrale. Syndicat reconnu par le ministère du Travail comme représentatif de la branche depuis près de 40 ans. 41 entreprises, groupes et PME. Alors effectivement, je le disais, la restauration collective est un secteur qui a été chahuté par plus de 18 mois de crise sanitaire, confronté aussi à une hausse massive et inédite des prix. Avant de revenir sur ces enjeux, j'aimerais qu'on voit dans le détail cette étude que le SNRC a menée avec l'IFOP, résultats qui ont été dévoilés en novembre dernier. 69% des Français ont une bonne image des repas servis à la cantine. Autant considèrent désormais que manger à la cantine est synonyme de mieux manger, d'être en meilleure santé. Finalement, la cantine a plutôt une bonne image. C'est quoi? C'est le fruit d'efforts menés sur l'offre. Tout à fait. Effectivement, la cantine d'aujourd'hui n'est plus la cantine d'hier. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, c'est presque 4 milliards de repas qui sont servis par an en France, dans les différents établissements. Pour arriver à ce niveau de prouesse, effectivement, il a fallu mettre en place une expertise en matière de restauration collective. Et c'est ce que nos adhérents s'emploient avec l'ensemble de leurs salariés à faire au quotidien. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner quelques chiffres, compléter en tout cas par rapport à la restauration collective aujourd'hui. Au-delà de ce nombre de repas qui est assez important, c'est quand même 10 millions de Français qui fréquentent tous les jours les établissements de restauration collective. Et chaque Français a priori fréquenté un restaurant de la restauration collective une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie, exactement. À des âges différents, dans des conditions différentes, dans des conditions de travail, des conditions de vie différentes. Donc voilà, l'adulte au travail, l'enfant en situation scolaire, dans les hôpitaux, voilà. Et en tout cas, tous les endroits où il est nécessaire de se restaurer. Donc notre organisation regroupe en fin de compte des sociétés de restauration collective, vous l'avez dit, qui fournissent au quotidien des repas dans ces différentes situations. Nous travaillons sur la base de contrats qui sont signés pour faire des prestations de repas, qui sont signés avec soit des acteurs privés, soit des acteurs publics, et qui permettent de mettre à disposition des repas sains, des repas sûrs, des repas qui soient équilibrés, des repas qui soient proposés à des coûts modestes, aujourd'hui durables. On reviendra effectivement sur... Voilà, c'est une dimension qui est extrêmement importante et qui permet vraiment de répondre à un enjeu de nourrir le mieux possible la population française. Pour revenir sur l'étude que vous avez évoquée, oui, effectivement, en sortie de crise, il nous a semblé intéressant de comprendre si la restauration collective avait manqué aux Français. Visiblement oui. Oui, visiblement oui. Et vous avez donné le chiffre. Pourquoi? Convivialité, commensalité, praticité. La question du coût est également une question importante. Et ils sont environ 80% des Français à citer ces éléments-là, qui sont en fin de compte les atouts de la restauration collective et qui ont manqué aux Français et qui ont conduit les Français à y retourner dès lors que les restaurants ont été ouverts plus largement au-delà de la période de confinement. La restauration collective a manqué aux Français. Dans quelle mesure le Covid a-t-il eu un impact sur l'activité de la restauration collective en elle-même? On y pense, il y a eu les confinements, mais aussi des fermetures d'établissements scolaires. Ça ralentit aussi. Ça ralentit, mais ça nous a amené aussi, ça a ralenti dans la mesure où il a fallu tenir compte à la fois
de l'accueil du travail des salariés, de l'accueil des convives dans des conditions de sécurité maximale. Justement, il s'agissait de donner confiance, de réassurer. Les protocoles sanitaires aussi. Les protocoles sanitaires, effectivement, et j'y venais, par rapport aux jauges qui ont été instaurées, que nous suivons toujours aujourd'hui. Mais l'idée a été vraiment notamment, je vais te prendre un exemple de la restauration d'entreprise, c'est de ne pas se limiter au mur de la restauration, mais d'aller chercher le convive là où il était, c'est-à-dire pouvoir fournir des paniers repas, lorsque le convive ne Donc peut pas l'offre a été totalement adaptée. Complètement adaptée. Aujourd'hui, on parle d'offre hybride qui va intégrer le repas à prix dans le restaurant, qui va intégrer également des paniers repas, j'en parlais, qui va être probablement intégrer aussi de la livraison de repas sur les lieux de télétravail. Donc c'est vraiment un travail de fond qui est fait pour que le modèle traditionnel de la restauration collective puisse évoluer et répondre aux attentes actuelles et aux besoins de nos convives. Comme la restauration commerciale, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Comme la restauration commerciale. La restauration collective a cela d'intéressant, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, la possibilité de pouvoir se retrouver, d'avoir un coût maîtrisé pour pouvoir proposer des produits, des repas équilibrés quotidiennement. Il y a effectivement de nombreux atouts, mais avant même la crise, la restauration collective connaissait des difficultés structurelles. On n'a pas eu le temps de s'adapter. Effectivement, on en parlait, digitalisation, nomadisme, le développement de la livraison à domicile ou au bureau, la fin du modèle traditionnel de la pause déjeuner. Tout ça, il y avait quand même des signes avant même la crise sanitaire. Bien sûr, c'est un modèle qui était déjà engagé dans une réelle transformation par rapport tout simplement à l'évolution de la société. Aujourd'hui, en tant que consommateur français, on ne recherche pas exactement les mêmes choses qu'il y a une quinzaine d'années. Donc c'était vraiment une démarche qui avait été engagée bien avant la crise. Et la crise nous a montré que cette démarche-là devait être poursuivie. Nos adhérents, en tout cas les sociétés la cinquantaine de sociétés de restauration collective que j'accompagne au quotidien, se met vraiment dans une démarche d'opportunité en fin de compte pour se saisir de cette situation pour pouvoir progresser et pour pouvoir proposer aujourd'hui, comme je vous disais, des offres hybrides qui permettent vraiment d'aller chercher le convive là où il est. La restauration même en télétravail ? Même en télétravail, effectivement. On est en train de travailler avec les pouvoirs publics justement pour évoluer et pour que cette restauration collective équilibrée, je vous en ai parlé, avec toutes ces dimensions sociales, la dimension de santé publique, parce que c'est de ça dont il s'agit, puisse sortir des murs des entreprises, des cantines habituelles et pouvoir se rendre à disposition, en tout cas, des convives au regard de leurs besoins, comme je vous le disais précédemment. Donc, parmi ces multiples enjeux, il y a également l'enjeu du gaspillage alimentaire. Selon l'ADEME, 1,6 million de tonnes d'aliments sont gâchés en France par la restauration. Je rassure tout le monde, c'est restauration commerciale et collective. Comment la restauration collective s'est emparée de cet enjeu qui est considérable ? Il y a énormément d'enjeux, en fin de compte, dont s'est emparée la restauration collective depuis de nombreuses années. Là, on parle du gaspillage alimentaire. Bien sûr, j'y reviendrai. Vous savez, depuis de nombreuses années, on a un certain nombre de dispositions réglementaires qui, aujourd'hui, depuis 2017, qui encadrent l'activité de la restauration collective. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant, la restauration collective a été vraiment volontariste et très responsable sur un certain nombre de sujets. Et qu'est-ce qu'elle a fait concrètement ? Et typiquement, le sujet que vous évoquez sur le gaspillage alimentaire est un sujet dont on s'est saisi il y a déjà de nombreuses années et qui a vraiment permis de réduire le gaspillage alimentaire au sein des restaurants. Comment ? Il y a des initiatives qui ont été prises par nos adhérents de manière à faire de l'éducation alimentaire, à accompagner les enfants, à accompagner nos clients là où ils sont pour pouvoir inciter ou en tout cas encadrer à cette réduction du gaspillage. Ça passe par l'adaptation de la quantité d'aliments qui est servie dans les Donc assiettes. des assiettes moins garnies. Exactement. Ça passe par la responsabilisation des enfants dans les restaurants, de manière à ce qu'ils puissent se servir tout seuls et en jugeant en fin de compte de la quantité dont ils ont besoin pour leurs besoins. Ça passe aussi par des mesures des quantités d'aliments qui peuvent être gaspillés et en fait avec une idée de réduction progressive de ces quantités d'aliments. Un exemple très simple. La quantité de pain que l'on peut prendre sur son plateau quand on arrive à la cantine. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, des démarches ont été faites pour que cette quantité soit réduite le plus possible depuis des
cantine scolaire jusque dans les restaurants d'entreprise. Et les personnes qui sont mises en situation, notamment des enfants, qui voient ce qu'ils auraient pu épargner, en tout cas sauver en termes de quantité de pain, est un élément important qui nous a vraiment permis de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, il y a des établissements qui arrivent à 0 quantité d'aliments gaspillés au cours d'un repas. Donc c'est vraiment le gaspillage. J'aimerais, parce que le temps file très très vite et il reste 2 minutes 30 pour être exact. Tous les acteurs de la chaîne alimentaire sont aujourd'hui confrontés à une hausse massive des prix. Quel impact ces augmentations ont-elles sur les sociétés qui opèrent en restauration collective ? Aujourd'hui, la situation est compliquée pour les sociétés de restauration collective. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes sortis nous sommes passés par la période de la crise. Aujourd'hui, l'idée est vraiment de pouvoir répondre de manière efficace aux politiques publiques qui positionne vraiment la restauration collective au cœur de tout ce qui est transition alimentaire, transition écologique. Aujourd'hui, la montée en gamme est un sujet qui doit être pris... Comment on peut concilier justement ces enjeux avec une hausse des prix, d'autant qu'il y a, depuis le 1er janvier 2022, il y a cette loi Egalim, adoptée en 2018, qui impose à la restauration collective publique de proposer au moins 50% de produits durables de qualité, 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Déjà, est-ce que les objectifs sont atteints ? Est-ce que dans ce contexte de forte hausse des prix, on peut relever ces défis ? Nous sommes en progression. Il y a des secteurs dans lesquels des efforts importants ont été faits. Et comme je vous le disais, les efforts ont été engagés depuis longtemps. Et donc, la loi nous a permis justement de pouvoir avancer sur ces secteurs-là. Dans le secteur scolaire, par exemple, aujourd'hui, nous pouvons donner un chiffre de 40% d'atteinte de cet objectif de montée en gamme de qualité des produits bio et tous les produits sous signe de qualité. Donc finalement, oui. Aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, le problème, c'est vraiment cette question d'inflation. Le problème, c'est cette question de pouvoir continuer à fournir des menus de qualité et un prix accessible. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc aujourd'hui, notre demande, c'est laquelle ? Notre demande, c'est que la commande publique soit responsable, que la commande publique, comme je vous l'ai dit précédemment, on a des clients privés et des clients publics, qu'on donne de la valeur à l'alimentation et que du budget, de la finance, soit mise sur la table de manière à ce que cette proposition de repas dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure puisse se faire de manière à ce qu'on puisse continuer à répondre aux ambitions de la loi Egalim, de la loi Climat et Résilience et de la loi AGEC. Le message est passé. Merci beaucoup Esther Kalonji. Je rappelle que vous êtes déléguée générale du syndicat national de la restauration collective. Merci à vous. Smart Food, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente journée à tous sur Bismart et à demain.